Monsieur Arnochet, bonjour. Bonjour à vous, Franck. J'aimerais vous interroger sur votre parcours, on va dire, intellectuel. Et une première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il y a des auteurs au cours de votre jeunesse, lorsque vous avez commencé à étudier les choses de l'intelligence, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont marqué? Et si oui, lesquels? Alors je vais vous faire rire. À 18 ans, j'étais à la Sorbonne. Sorbonne, c'était Censier. Et je voulais devenir ethnographe. J'ai d'ailleurs beaucoup voyagé au Proche-Orient. Et l'université française était déjà totalement gangrénée par les idéologues. Et j'avais un homme charmant, un assistant, qui nous a fait travailler sur le manifeste du Parti communiste de 1848. C'est un texte remarquable d'ailleurs que je suggère à tous de lire, qui a certainement été en très grande partie écrit par Engels et pas uniquement par Marx. C'est un texte remarquable qui éclaire beaucoup sur le monde présent, et c'est un texte qui m'a marqué, effectivement. Mais nous avions notre ami Vladimir Volkov, qui, je crois, dans la trilogie du mal, Lénine, Trotsky, Staline, disait que si on n'a pas été un tant soit peu communiste à 20 ans, on n'aura jamais rien été dans sa vie, puisque l'âge de 20 ans, c'est l'âge de toutes les générosités, l'âge de tous les engagements, et l'engagement pour une justice utopique fait partie, au fond, de la génétique de la personnalité, du parcours normal de tout individu normalement constitué, même s'il se retrouve à 40 ans tout à fait conservateur et même parfois réactionnaire. Ce qui n'est pas mon cas. Très bien, mais à part ce texte, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont influencé pour que vous ayez les idées sur le monde que vous avez aujourd'hui? Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup lu et relu Stendhal. 3 pages de Stendhal me nourrissaient. C'est un grand auteur aujourd'hui oublié, non pas méconnu. Henri Beyle, qui était aussi peu ou prou diplomate. Stendhal m'a beaucoup influencé, mais enfin, il y a tant et tant d'auteurs qui ont une influence sur mon existence à l'époque. Mais c'est vrai qu'en partant en voyage, où j'emportais quand je voyageais, j'ai traversé toute l'Europe à vélo, j'emportais avec moi les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, qui est un des sommets de la poésie française, même si Baudelaire sent très fortement le soufre. Je voudrais avoir votre avis sur 3 auteurs. Donc le premier, c'est sur Léon Bloy. Alors j'ai beaucoup lu Léon Bloy, évidemment. Ses romans sont médiocres, mais sont puissants. Certains passages m'ont marqué. Dans La femme pauvre, si je me souviens bien, il avait épousé une prostituée. C'était un polémiste étincelant, avec une dureté. Il taillait dans le vif avec un diamant noir. Belluaires et Porcher, ses critiques sont à lire et à relire. C'est les propos d'un entrepreneur en démolition. Il démolit le conformisme intellectuel de son temps et les fausses valeurs littéraires. Je crois que c'est dans La femme pauvre, il y a un passage sur les animaux enfermés dans les eaux, ces animaux misérables, à comparer avec un passage presque identique que l'on trouve chez Georges Darien, qui a écrit Biribi, qui était un ancien des BADAF, donc des bataillons disciplinaires, qui étaient des bagnes militaires, et qui s'était converti au cambriolage. Il décrit sa vie dans un journal qui s'appelle Le Voleur, dans un livre qui est un journal qui s'appelle Le Voleur, et qui lui aussi a des propos très proches sur la misère animale. Je pense que dans notre société, ceux qui maltraitent les animaux maltraitent aussi les hommes. Les animaux font partie de la création. Saint François parlait de nos frères inférieurs, et ceux qui n'ont pas de pitié, de compassion et d'amitié pour le monde animal sont forcément les ennemis du genre humain. Charles Péguy. Pas lu. Bernanos. Beaucoup lu. Et, votre avis? Alors, il y a eu, il y a quelques années, l'une des très rares palmes d'or décernée à Cannes, en fait la seule qui a
ressemble à quelque chose, c'était il y a plus de 20 ans, 25 ans, décerné à Charles Piala pour Sous le soleil de Satan, avec cet acteur pour lequel je n'ai pas une immense considération, Monsieur Depardieu, qui incarnait le Saint Curilas, puisque Sous le soleil de Satan, mais c'est l'image de Jean-Baptiste Vianney, Saint Curilas, qui a été canonisé, et œuvre tout à fait remarquable, tout à fait hors du commun. Et je rappellerai que Piala a quitté la scène avec sa récompense sous les huées de la foule présente, et en disant « je ne vous aime pas ». Et ce film était tout à fait remarquable, avait été très justement récompensé, ce qui montre qu'à l'intérieur même du monde du spectacle aussi corrompu, il y a c'est au fond sur le fumier, sur le purin, que parfois éclosent les plus belles fleurs. Donc Bernanos, c'est pour moi un auteur majeur, un grand polémiste, et le livre est aujourd'hui remis à la mode, j'y ai certainement contribué. En 1947, je crois, il publie La France contre les robots, parlant de la guerre moderne, ces bombardements depuis 10 000 mètres, 20 000 mètres d'altitude, ces bombes aveugles qui tombent, et ces pilotes qui rentrent à la base, prendre une douche et siroter un whisky aux messes des officiers. Une guerre qui n'a plus rien à voir avec la guerre humaine, qui était déjà inhumaine, mais inhumaine. Quand un Reiter quelconque avait tué et violé une dizaine de personnes dans sa journée, il n'en pouvait plus, il était bien obligé de s'arrêter. Donc ces guerres sans limite, qui sont des guerres de machines, et qui sont les guerres auxquelles nous assistons aujourd'hui. Donc si je pouvais conseiller de relire un texte de Bernanos, c'est bien La France contre les robots, mais il y a aussi ce livre étonnant, détonnant, je n'ose le citer, qui est la grande peur des bien-pensants. Enfin, il y a tant d'autres, qui est un livre qui retrace, entre autres, l'histoire en filigrane, l'histoire de l'Église à la fin du XIXe siècle, et ceux qui aujourd'hui se plaignent de Vatican II, ne se rendent pas compte que Vatican II était déjà intervenu à la fin du XIXe siècle, et que s'il y a eu séparation de l'Église et de l'État, l'Église s'était déjà couchée depuis un bon moment. Vous êtes un intellectuel, dans cette pièce il y a beaucoup de livres, vous lisez beaucoup. Est-ce que vous pensez que le livre papier a encore un avenir à l'heure du numérique? Oui, alors il y a un théoricien canadien, pour lequel j'ai beaucoup de références, qui est Marshall McLuhan, qui avait dit que c'était la fin de la galaxie Gutenberg. Donc avec l'avènement de la télématique, ce qu'on appelait à l'époque la télématique, de la communication. Je pense que depuis qu'on a Internet, on n'a jamais autant écrit, bien ou mal, et d'ailleurs on découvre que les gens tout à fait simples, humbles sur les forums, ont parfois beaucoup de talent, des aperçus tout à fait fulgurants sur tel et tel problème. Il est bien clair que le livre écrit ne va pas du tout s'abolir, de même que la presse papier va perdre ses supports publicitaires et ses commanditaires publicitaires qui la polluaient littéralement, puisque au-delà de 40% de financement et de dépendance à l'égard de la publicité, le journal n'existe plus, mais va conserver entre 10 et 7% peut-être de lecteurs fondamentaux qui se référeront à cette presse papier. La presse papier n'existera que en redevenant élitiste, c'est-à-dire d'une grande qualité, mais grande qualité ne veut pas dire forcément grande complexité, difficulté à lire. Mais dans tous les milieux aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans le milieu parlementaire, les gens ne lisent plus, ça c'est un fait. Mais il faudra qu'ils se remettent à lire d'urgence, puisque la déculturation fait des ravages, et qu'à l'Assemblée nationale, sur 400 et quelques députés, 450, que sais-je, ils sont guère peut-être plus d'une dizaine à lire. Donc on a une classe politique intellectuellement de plus en plus avilie, pour ne pas dire abétie, mais phénomène d'ailleurs que je corrèle, cette désintellectualisation et donc cette perte d'intelligence, je la corrèle aussi avec la déspiritualisation et donc la démoralisation au sens fort du terme de notre société. J'ai une question d'un point de vue historique. Est-ce que vous avez des périodes que vous appréciez le plus que d'autres, intellectuellement, et si oui, pourquoi? Comme le disait Stendhal, Lucien Bell, en paraphrasant Léonard de Vinci, il disait à partir de 40 ans, on devient responsable de son visage, et c'est vrai qu'on devient peut-être maître de sa vie à partir de 40 ans. Je dis bien maître de sa vie, on est maître de ses choix, le chemin s'éclaire de lui-même, et c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai eu.
Je me suis senti également libéré le jour où j'ai coupé court à toute quête pour retrouver ma place dans la société, avec un travail rémunéré, retrouver une place dans un journal quelconque, où j'ai ramassé la petite retraite que m'allouait l'État après une vie de travail. J'ai commencé à travailler à 20 ans. Donc j'ai trouvé une liberté et j'ai pu commencer à me consacrer à un travail, à mon avis, à la fois plus productif et surtout beaucoup plus utile pour la collectivité en écrivant des livres. Je rappelle que cette semaine sort en librairie Les Égarés sur l'idéologie wahhabite. J'ai bien dit l'idéologie qui est à mes yeux un contre-islam, pas seulement un schisme, pas seulement une hérésie, mais une machine à détruire l'islam, c'est-à-dire une construction à la fois théologique et métaphysique, la détruire de l'intérieur, puisque l'on veut ce que recherchent les grands mondialistes, les grands initiés mondialistes aujourd'hui, c'est détruire toutes les architectures spirituelles et morales qui charpentaient cette planète. Le catholicisme est en partie détruit, l'orthodoxie était morte en 1917, mais elle est renée de ses cendres en 1991 avec la chute de l'Empire soviétique petit à petit. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est florissante, mais elle l'est. Et donc, j'ai commencé à revivre et à me sentir un tant soit peu, s'il est possible, dans cette société, un tant soit peu libre. Puisque je pense, et je conclus, je pense qu'il y a une réelle dérive totalitaire de la société qui autorise la drogue, mais qui interdit de fumer, il y a cette dictature hygiéniste, mais qui cache, qui masque une tyrannie beaucoup plus puissante sur les esprits et plus seulement sur les corps. Donc il y a une dérive totalitaire que nous subissons dans nos démocraties. D'un point de vue intellectuel, je veux dire, vous préférez l'Antiquité, la Renaissance, le Moyen-Âge? Est-ce que vous avez une période fétiche? Je n'ai pas de période fétiche. Il est vrai qu'ayant une culture humaniste, ou ce qu'on appelle une culture humaniste, c'est gréco-latine. Je pense que les fondements de la stratégie se trouvent d'ailleurs chez Thucydide. Et d'ailleurs, pour revenir à votre question antérieure, je citerai un auteur qui a été édité chez Gallimard, Sioran, et qui disait qu'on commence à avoir un destin lorsque l'on renonce à tout destin. Peut-être que ma vie a commencé à 60 ans, lorsque j'ai renoncé à avoir un destin parmi les hommes et que j'ai tracé ma propre voie. Donc Thucydide ouvre les grandes voies avec Sun Tzu, bien sûr, mais Sun Tzu est en partie légendaire. Le chinois Sun Tzu qui écrivait 7 siècles avant Jésus-Christ, Thucydide, dans les guerres du Péloponnèse, ouvre les grandes voies de la stratégie moderne, qui seront reprises et poursuivies par Clausewitz, bien entendu, et par d'autres théoriciens modernes, contemporains parfois. C'est vrai que le modèle du classicisme grec du siècle de Démosthène est pour nous le modèle de référence. C'est là que la civilisation naît, c'est indéniable. La science, la civilisation, la pensée. En tant que Français catholique, connaissant et appréciant, on peut dire, l'islam, comment considérez-vous les croisades? Alors, on peut lire le livre d'Amin Malouf, qui est fort intéressant, Les croisades vues par les Arabes. Livre très intéressant. Malouf se laisse lui-même un peu désinformer par de la désinformation, la guerre psychologique. Existait déjà, les croisés, pour terroriser les populations, avaient fait croire qu'ils dévoraient les cadavres. Et c'est une légende qui court, je dis bien un mythe et une légende qui continue à courir dans le monde arabe. Mais en même temps, Malouf dit les croisons ont apporté quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire le droit personnel, le droit à la propriété, chose qui n'existait pas dans le monde arabe. Donc ce livre est relativement étonnant. Malouf, j'engage tout le monde à lire ce livre assez remarquable, avec très peu de fautes de français, de la part d'un Libanais, Léon l'Africain, livre tout à fait étonnant, qui sort de l'ordinaire. On a beaucoup d'idées sur les croisades. Vous savez, les croisés s'alliaient avec telle et telle ville, c'est-à-dire telle et telle cité, tel et tel clan, tel et tel pouvoir, tel et tel royaume arabe, qui se faisaient la guerre eux-mêmes. Les Templiers se sont très fortement alliés à ce qui serait aujourd'hui ce qu'on appelle
les hommes du vieux de la montagne. C'est représenté aujourd'hui par, c'est une branche du chiisme représentée par l'Aga Khan. On l'a oublié, les musulmans à Jérusalem, dans l'église des Templiers, les musulmans venaient prier. Et ça ne gênait personne. Donc il y avait, je ne dis pas il y a eu fusion, mais il y a eu rencontre des civilisations, rencontre des cultures, rencontre des religions. Donc on se fait beaucoup d'illusions. Les croisades, c'est un sujet complexe sur lequel je ne m'étendrai pas, mais il y avait des gens de sac et de corde, il y a eu des croisades des enfants, il y a eu des croisades des pauvres, il y a eu ce grand élan mystique qui s'est déversé vers l'Orient proche, vers le Levant, et qui a laissé des traces durables. Donc c'est quelque chose de très contrasté, rien à voir avec les guerres néo-impérialistes qui ont suivi le 11 septembre. Même si les salafo-wahhabites parlent, dont Al-Qaïda et M. Ben Laden faisaient partie, parlent des nouveaux croisés. Ça n'a rien à voir. Et malheureusement, c'est une rhétorique qui est largement reprise par les musulmans eux-mêmes. Je vais vous poser une question, on va dire plus générale, sur la France. Est-ce que dans l'histoire nationale, il y a 2 ou 3 chefs d'État qui sont pour vous au-dessus du lot? Ah oui, et si oui, lesquels? Il y en a un, parce que je me suis plongé dedans sur le drame de l'Orient écrit par Dioté en 1923. Donc Dioté devait être jeune, c'était pas encore le grand homme que l'histoire connaît. Un livre avec des accents au début un peu à la Chateaubriand qui s'appelle Le drame de l'Orient et qui retrace un peu l'histoire diplomatique et les relations de la France et de l'Orient. On s'aperçoit qu'il y a eu un roi remarquable, qu'il y avait un premier ministre remarquable, c'est Colbert et Louis XIV. Or, il n'y a pas de grand premier ministre sans grand roi. La politique des échelles, c'est-à-dire de toute la chaîne ganglionnaire de villes qui jalonne la côte du Levant, a été les relations avec la porte, la sublime porte, c'est-à-dire avec Constantinople. Je dis bien Constantinople, non pas Istanbul. Istanbul est un nom tout à fait moderne, c'était un quartier de Constantinople. Le nom d'Istanbul est apparu dans les années 20 et a été adopté officiellement dans les années 30. Voilà, donc avec Constantinople, avec la Sublime Porte, les guerres d'ailleurs qui étaient engagées pour les alliances contre-empire, contre l'empire autrichien à cette époque-là, ou contre la Russie, sont tout à fait, c'est de la très grande diplomatie. Je ne saurais plus trop conseiller. Alors restons-en, il y a eu d'autres sur l'Orient, il y a eu aussi un homme qui a participé à des croisades, sa propre croisade, c'est Saint-Louis. Je rappellerai que Saint-Louis, sub-claquant, en train de mourir de la dysenterie au fin fond d'une géole, a vu les Mamelouks arriver dans la prison et lui offrir la couronne d'Égypte. Épisode oublié aujourd'hui. Donc pour dire les liens puissants qui existaient entre la France et l'Orient, je rappellerai que ces liens remontent au IXe siècle avec le califat d'Haroun al-Rachid à Bagdad, le califat abbasside, et la mission diplomatique envoyée par Charlemagne, qui ont établi des liens très puissants, qui n'ont même pas été remis en cause par la Convention révolutionnaire, puisque Haroun al-Rachid a confié la protection des chrétiens d'Orient à la France. Donc vous avez cité Louis XIV et Saint-Louis. Que pensez-vous de Napoléon? Ah ben, mes yeux, je vais choquer tout le monde, je considère que c'est un grand homme, un grand stratège. Alors bien sûr, il avait ses défauts. Comme a dit Beethoven, Napoléon n'était qu'un homme dans un monde difficile. Il a beaucoup appris et il s'est beaucoup contaminé aussi au contact de l'Égypte, peut-être de la franc-maçonnerie égyptienne. Vous savez, les petites abeilles que l'on voit. Il a eu un parcours initiatique sur lequel il est certainement revenu. Je n'ai pas lu ses mémoires, je le confesse. C'est un projet pour mes vieux jours. Mais Napoléon a eu une trajectoire cométale. Il a traversé le ciel, comme d'autres, le ciel de l'Europe, et il a voulu construire une Europe française, comme d'autres ont voulu construire d'autres types d'Europe. Il a échoué dans son projet, mais la trace est restée dure. Pensez que le Code civil supervisé a été le pilier, jusqu'à M. Badinter, a été le pilier de la société française pendant près de 2 siècles. Donc c'est un legs
qui ne s'ignorent pas, et ceux qui jugent mal de Napoléon pour ses petites frasques ici et là, pour ses faiblesses, et Dieu sait qu'il a dû en avoir, encore une fois c'était un homme, sont des nains qui regardent les géants au niveau du mollet. Vous êtes un géopoliticien, je voulais savoir ce que vous pensez du ministre de l'époque des Relations extérieures, Talleyrand. C'est un homme qui n'avait pas qui avait une vision beaucoup plus cosmopolite. Il a certainement largement servi la France. Vous savez comment Napoléon l'appelait, de la merde dans un bas de soie. Un homme extrêmement habile qui a été l'artisan de ce qui sera plus tard l'entente cordiale, le rapprochement entre l'Angleterre et la France, un grand artisan. Pour moi, c'est alors que l'Angleterre était, la Grande-Bretagne était l'ennemi déclaré de la France depuis plus de 4 siècles. Ce rapprochement, pour moi, était un rapprochement contre nature. Mais il a été repris d'une certaine façon par De Gaulle, avant même que le gouvernement de Vichy ne soit installé. Je crois que c'était à la demande du président, je crois qu'il était président du Conseil, du président Reynaud, était allé à Londres en mission. Il était revenu enthousiasmé et De Gaulle préconisant non pas une alliance, mais une fusion de l'Angleterre et de la France. Ce qui était une vision là aussi contre nature de l'histoire géopolitique et des réalités. Les Anglais sont ce qu'ils sont. Je ne les déteste pas, loin de là, bien au contraire, mais ils ne sont pas européens, ils ont toujours mené une politique. L'Angleterre, d'ailleurs, d'une certaine façon, continue par la cité interposée, continue à diriger le monde, le Wall Street n'étant qu'une annexe de la cité. Ils sont en dehors de l'Europe, ils le sont toujours, ils ne sont pas dans l'euro, ils ne sont pas dans Schengen. Donc De Gaulle, qui était un grand esprit, un grand littéraire, d'ailleurs n'a commencé à s'affranchir, mais il ne s'en est jamais affranchi totalement, qu'après les indépendances, après la fin de la guerre d'Algérie en 1962 et les indépendances de l'Afrique de l'Ouest, de ce qu'on appelait l'Union française. Il n'y avait plus d'empire colonial depuis longtemps. L'empire colonial, on peut penser qu'il était mort dans les années 30, avec d'ailleurs la grande exposition coloniale de Paris, qui à ce moment-là, avec la crise de 29, la fin des empires coloniaux était déjà scellée, aussi bien pour la Grande-Bretagne, pour la France et plus tard pour le Portugal. Donc De Gaulle n'a commencé à s'affranchir d'un certain politiquement correct, à s'affranchir de la France et d'une vision géopolitique du 19e siècle, qu'avec le discours de Québec, c'était à Montréal, non, le discours de Montréal, et puis le discours de Phnom Penh, également par l'embargo mis sur les armes à destination des belligérants, je dis bien des belligérants, dans la guerre des 6 jours en 1967. Mais De Gaulle a fait preuve d'une indépendance d'esprit qui lui a valu un an après 1967-1968 et 2 ans après de se retirer et d'aller en pèlerinage en Irlande. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que la France a encore un rôle à jouer au niveau mondial? Pour l'instant... à terme, on va dire à terme. Est-ce qu'elle pourra à nouveau jouer son... à la seule condition, mais c'est pas une mince condition, à condition que nous soyons susceptibles de se reconstruire. Je crois encore, je pense qu'il y a encore des élites dans ce pays, mais les élites, vous savez, c'est peu de choses. Du temps de Bernanos, le baccalauréat, c'était 400 personnes qui obtenaient le baccalauréat par an. Un peu plus tard, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'était 800. Je pense que les élites aujourd'hui, c'est toujours quelques centaines ou quelques milliers d'hommes. Si vous prenez les éditions savantes par thème, vous arrivez peut-être à une élite de 40 000 personnes en France. Donc il faut aussi redonner son rôle à l'élite véritable, lui redonner la parole. L'élite véritable n'a généralement jamais accès de tout bord, hein. En dehors de toute... il y a des hommes qui sont plus teintés que d'autres de progressisme, plus teintés avec une pensée plus teintée de religiosité, plus religieuse, ou plus, non pas athéisme, mais agnostique, puisque les hommes véritables ne sont pas totalement athées, sauf les fanatiques et les sectaires. Donc cette élite, elle est pour l'instant sous le boisseau. La France a des ressources, mais à mon avis, nous n'avons jamais été aussi bas, nous n'avons jamais connu des heures aussi sombres, même au cœur de la guerre de 100 ans. Merci beaucoup. Merci à vous.